Bonjour, bienvenue à ce Facebook Live entre deux Zooms. Aujourd'hui, mon nom est Anne de Laransville, je suis directrice régionale du campus de l'Outaouais de l'École des entrepreneurs du Québec. Ça me fait plaisir d'accueillir Jean-Philippe Brousseau de Phone Loop. C'est une entreprise de chez nous en Outaouais qui fait du commerce électronique, sa pierre angulaire en fait de son entreprise et qui exporte dans plus de 100 pays à travers le monde. Alors, bienvenue Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien, toi, Anne? Très bien. En fait, la raison pour laquelle on voulait discuter avec toi aujourd'hui, c'est que on trouve que ton entreprise qui existe depuis 2014 est super intéressante et très inspirante pour les gens qui veulent passer au commerce en ligne. Alors, j'aimerais ça que tu me fasses un petit historique de comment ça a commencé. Tu me parles de toi comme professionnel, en fait. Bon. Est-ce qu'on voit le monde ou on est... Je vois juste ma face et ta face, mais... Oui, c'est pas Ah non, il mal n'y a pas ça, le monde, je il n'y a pas pense. leur caméra dans le fond. Mais salut tout le monde. Non. Je ne sais pas combien qu'on est, mais je suis Jean-Philippe Brousseau. Je suis né à Gatineau et j'ai un background en ingénierie mécanique. Puis maintenant, c'est ça, j'ai rien à voir avec l'ingénierie mécanique. C'est ça, mon background est plus dans la création, l'innovation, le développement de produits. Puis c'est ça, en 2014, j'ai finalement fait le saut, puis je me suis décidé d'inventer puis de lancer un produit. Puis c'est ça, après 1000 idées, est venue l'idée de Phone Loops, la sangle à téléphone. Puis, c'est ça. Là, on est en 2020. Il y a tout un chemin qui s'est fait depuis. Mais c'est ça. Là, je pense qu'on va avoir l'occasion de faire un petit peu l'historique. Oui, bien, en fait, dans le fond, tu es comme un inventeur. Il y a toutes sortes d'entrepreneurs. Hein? Il y a des hommes d'affaires qui se sentent à leur compte. Puis il y a l'inventeur, qui est un des types d'entrepreneurs qu'on voit régulièrement. Fait que ça, c'est plus toi. Hein? Tu me disais que tu avais fait de l'idéation, que tu es toujours en train de trouver des solutions à toutes sortes d'irritants ou de petites problématiques au quotidien, comme ouvrir la porte à partir de la gauche ou enlever l'étiquette sur la pomme. Ouais, tu sais, je mentionne souvent l'exemple de l'étiquette sur la pomme. Là, tu sais, c'est une banalité, c'est des petits irritants, mais le concept, c'est qu'on les idées, là, je ne sais pas à quel point là, ça, les gens qui sont connectés sont déjà en affaires ou cherchent à lancer en affaires, mais pour moi, vraiment, l'élément déclencheur, c'était vraiment d'être attentif aux petits problèmes, aux petits irritants de la vie de tous les jours. Puis c'est ça, après avoir échappé mon téléphone une dizaine de fois, brisé plusieurs écrans, je me suis dit que c'était pas moi le problème. Puis il y avait comme un petit irritant là à propos de, c'est ça, la dextérité, la manipulation du téléphone. Puis après plusieurs prototypes, puis concepts, j'en suis venu à ce qui est maintenant, c'est ça, la Phone Loop actuelle. Puis, c'est ça, c'est vraiment... pour moi, ça a vraiment démarré avec un proof of concept ou un MVP qu'on appelle là, le Most Minimal Viable Product. Fait que c'était vraiment d'y aller par incrément, puis d'essayer de tester le marché en premier avec un petit magasin en ligne avec Shopify. En vendant autour de moi, aux amis, à la famille. Puis là, j'ai vite compris que il y avait un intérêt. Puis après ça, on a monté une campagne Kickstarter, une plateforme de sociofinancement que je suivais à travers les années, puis qui m'inspirait, puis qui venait me titiller un peu. Là, dans le fond, ça a été comme un Kickstarter, un coup de pied dans le cul là, pour l'entreprise, là, vraiment, là, avec une campagne plus locale avec les médias traditionnels, journaux, radio, avec un peu d'annonces Facebook, avec quelques blogueurs en ligne. Puis, on n'avait pas ramassé une tonne d'argent. Là, c'était vraiment un petit objectif juste pour démarrer l'aventure. Puis, ça, c'était notre premier gros milestone, si on veut. Puis, à partir de là,
un paquet d'événements qui sont arrivés, mais c'est ça. Là, j'ai vu l'introduction, là, on vend dans plus de 100 pays, des millions de loups vendus. Ça paraît gros, mais ça a commencé avec moi dans mon salon qui fabriquait moi-même, puis qui postait au fur et à mesure qu'il était acheté. Puis, Ta grand-mère qui les emballait, si je me souviens bien. C'est ma grand-mère qui m'a aidé à emballer les commandes de Kickstarter avec. C'est ça, c'était dans Noël 2014. Fait que dans le fond, ça commence toujours tout petit. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est comme ça commence d'une idée, ça commence tout petit. Puis là, toi, dans le fond, tu as décidé de choisir la plateforme de commerce électronique Shopify, puis de miser sur le commerce électronique. Quel genre de compétences que tu avais à ce moment-là pour te lancer là-dedans? Puis qu'est-ce que tu as appris en le faisant? Ben, en fait, j'avais zéro compétence, là, je te dirais, là, à part être un passionné de solutions. Là. Moi, je suis peut-être un peu l'esprit d'ingénieur là, qui voit un problème et qui essaie de trouver une solution. Là. Fait que c'est vraiment juste ça la base. Là, moi, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Au début, c'est moi qui ouvre le compte Facebook, c'est moi qui ouvre la page Facebook, Instagram, Shopify, tu montes tout toi-même. Toutes des petits baby steps, toutes des petites démarches qui prennent une heure, une demi-journée, une journée. Puis c'est comme l'accumulation de tout ça qui fait que, maintenant, on est rendu, une demi-douzaine d'employés, une demi-douzaine de consultants, d'agences, un fulfillment center dédié. Il y a beaucoup, beaucoup de petites étapes qui mènent à ça, mais au début, c'est ça, il y avait une logistique d'expédition dans mon salon là, pour quelques années, au début, là, avec les machines à timbreuse, puis l'inventaire qui débordait. Puis là, tu te rends compte, là, je passe la moitié de ma journée à remplir des commandes avec un staff. Fait que ça grugeait beaucoup de temps. Fait que là, trouve l'autre step pour se débarrasser de cette charge-là, puis la donner à un third party, un exécutant externe. T'sais. C'est la même chose avec Facebook. J'ai aucune compétence dans le marketing en ligne encore moins. Mais au début, c'est ça, tu n'as pas nécessairement les moyens pour payer une agence ou pour c'est ça, de développer une équipe en arrière. Là, fait que, au début, c'est moi qui les ai montés. Je montais des annonces, j'essayais de comprendre la plateforme. Puis rapidement, après quelques semaines, quelques mois, je me suis rendu compte que c'était vraiment tout un... Pour mentionner cet exemple-là, mais c'est vraiment toute une expertise en soi. Puis c'est comme une industrie où est-ce qu'il faut tout le temps que tu tiennes à jour, tout le temps que tu écoutes des podcasts, tu lis des articles, les algorithmes Facebook, puis Google, puis YouTube, puis tout change tout le temps, puis les plateformes sont tellement rendues complexes et avancées qu'à un moment donné, je ne peux pas suivre ce rythme-là en même temps de développer le produit, le marché, gérer l'équipe, gérer les projets. Fait que trouve une agence qui peut m'aider. Puis on est passé 12 agences. Là, c'est vraiment, je pense, un défi de patience, un défi de trouver le fit avec les bonnes personnes qui deviennent comme éventuellement quasiment des amis puis des départements quasiment comme des employés là, qui sont dédiés à ta business. Fait que ça part de zéro compétence, zéro notion dans le domaine à être capable de discuter avec ce monde-là puis comprendre leur travail. Mais fait que dans le fond, tu t'es fait les dents un petit peu en le faisant. Excuse-moi. Tu t'es fait les dents en le faisant. Puis rapidement, tu t'es aperçu que tu avais besoin d'experts externes, que ce soit au niveau de référent. Par exemple, le SEO, là, pour les gens qui ne connaissent pas bien ça, le SEO, c'est le référencement naturel, puis le SEM, c'est le référencement payant. Alors, quelle importance ça a eu pour toi, ça, de travailler avec des experts dans ce domaine-là? C'est un soulagement d'un. C'est comme ça, dès que j'ai eu un peu de fonds, un peu
de capital pour comme amener ces ressources-là à l'interne, mais ça soulage une certaine tâche, puis ça permet d'amener exactement le référencement organique, puis le média payant à un autre niveau. T'sais. Fait qu'après ça, ça c'est des incréments. On fait plus de ventes, on peut réinvestir un peu plus. C'est vraiment c'est ça. C'est comme une étape à la fois. Si on m'avait dit, là, ça te prend. Ça. Si j'avais su que tout ce que ça prend maintenant en 2020, je ne suis pas certain que j'aurais. C'est pas intimidant, mais c'est overwhelming. Là, c'est beaucoup de stock. Puis, c'est ça, en faisant un petit peu à chaque jour. Puis, on appelle ça le compound, là, un petit peu à chaque jour. Puis, on est rendu ce qu'on est rendu, qu'on est bien content, bien conscient de la richesse et de la valeur de tout ça. Là, on fait vivre beaucoup de monde. On est une petite équipe quand même, là, mais c'est. Puis dernièrement, ça nous a. Que tous les événements nous ont démontré que c'était quand même fragile, tout ça. Là, oui. Juste dernièrement, on a rechangé notre site web. On était dû pour refaire notre site web. On avait vraiment atteint la limite de capacité technique de la plateforme. Fait qu'on a comme changé de site web. Puis, c'est fou comment toute cette machine-là, il y a au-delà de 250 comptes connectés. Là, ça va de justement toutes les plateformes que je viens de mentionner, mais plateformes comme Zapier, plateforme Post Canada, la comptabilité, QuickBooks. Comme on a tellement de comptes connectés. Puis quand tu changes un petit boulon, là, tu en as 3-4 qui pètent. Puis là, tu en as une dizaine qui sont moins vissés. C'est un peu le défi du numérique, hein? Quand tout devient connecté, tous tes systèmes sont interconnectés entre eux. Fait que faire un petit changement qui peut sembler banal, genre changer de site Internet, là, ça affecte énormément ton entreprise partout, tant au niveau des ventes qu'au niveau du référencement naturel. Exactement. Avec Google. Il faut que Google retrace d'où tu Exactement. viens, etc. On est en train, justement, en ce moment, on est en train d'essayer de regagner le référencement organique. Fait que tout ce qui est recherche directe dans Google, nous, c'est ça, quand on tape PhoneStrap, PhoneLoop, on sortait en premier. Puis là, je pense qu'on a dégringolé un peu, mais on est en train de le reprendre. C'est vraiment comme du capital, c'est comme du real estate. C'est comme tu achètes une maison sur un coin de rue, dans 5 ans, elle va valoir plus. C'est la même chose sur Internet. Tu achètes ton coin de rue, tu achètes ta position, tu te positionnes bien avec les bons mots-clés, ce que le monde cherche. Puis une fois que ça s'est investi comme il faut, avec une bonne plateforme, c'est ça, je peux faire une publicité à l'infini pour Shopify, mais c'est ça, c'est de choisir la bonne plateforme au départ. Pas essayer d'économiser sur le 30$ par mois que ça te coûte pour comme démarrer comme il faut avec la bonne structure de tags, de H1, de titres, de description pour que ce soit bien référencé dans Google. Après, quand c'est bien fait une fois, là, c'est comme, c'est un capital, là, c'est un asset, c'est que à travers les années, tu deviens de plus en plus notoire dans ces mots-clés-là, puis tu peux difficilement faire des logiques. C'est juste à comparer, par exemple, là, ceux qui ont commencé à vendre des étuis protecteurs à téléphone sur Amazon, ou des screen protectors, des écrans protecteurs, ou des câbles de recharge. Je suis dans le créneau des actions mobiles, là, mais c'est la même chose un peu pour tout. Comme il y a des listings sur Amazon qui sont indétrônables parce qu'il y a 5 ans, ils se sont positionnés. Puis là, quand tu tapes, je sais pas moi, poêle en fonte, là, t'en as un qui arrive, puis il y a comme 5000 reviews, puis ça leur coûte plus rien d'être là. C'est vraiment. C'est ça. Fait que c'est vraiment de bien partir, de prendre le temps de faire bien les choses au niveau du référencement organique. Puis après ça, comme rajouter la couche de médias payants. Vraiment, c'est des petits baby step après baby step. Puis, en tout cas, je sais pas à quel niveau. Je sais pas si dans le chat, le monde peut dire à quel stade ils sont rendus. Je sais pas, il doit y avoir du monde. On va demander à Audrey qu'elle nous revienne avec des questions du public. Entre-temps, moi, j'aimerais beaucoup savoir comment ça a été quoi ta stratégie pour exporter, pour ouvrir de nouveaux marchés.
Parce que 100 pays, c'est pas rien. Tu as commencé par quoi? Puis sur quoi tu as mis ton énergie, tu sais? Ben, c'est comme, bon, c'est ça. Il y a plusieurs tentatives, là, tu sais, on swing, on a tenté beaucoup de choses dans le passé, là, tu sais, puis on peut revenir tu sais, au Kickstarter. Kickstarter, c'est quand même une plateforme de sociofinancement assez large. Il y a une communauté répartie à travers la planète là, de gens qui sont motivés d'innovation, puis qui sont très supporteurs de nouveaux projets. Fait que ça, de un, ça t'ouvre un territoire quelconque. Après ça, ben, on a eu quelques coups de chance, comme notre fameuse présence dans le sac VIP des Oscars, le gift bag des Oscars. On s'était fait rejoindre par la senior producer de la cérémonie des Oscars. Puis on est allé avec des looks sur mesure dans les sacs cadeaux. Ça l'a pas vraiment fait de répercussions en Californie ou aux États-Unis, mais ça en a fait ici encore localement. Fait que là, tu penses, des fois, tu fais des moves à l'international, puis finalement, ben, c'est difficile de prévoir où est-ce que ça va rebondir, mais c'est une de nos grosses stratégies. Ben, là, c'est encore local, mais les dragons, ça a été vraiment un élément important de notre expansion au Québec principalement. Mais sinon, si tu parlais d'international, nous, on travaille avec des milliers d'ambassadeurs, des influenceurs, des gens qui ont des audiences en ligne, soit sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Fait que, sur toutes les plateformes, on rejoint des gens qui ont des audiences quelconques là, de 500 followers à 250 000 followers. Fait que ça, c'est des gens qu'on cible principalement aux États-Unis parce qu'on sait qu'on a une bonne réponse avec les États-Unis. Fait qu'on se concentre plus là-dessus, mais il y en a en Italie, il y en a en Europe, en Amérique du Sud, au Brésil, au Mexique. Fait que c'est à diverses proportions, mais c'est sûr que les médias sociaux, c'était une bonne stratégie pour répandre la bonne nouvelle, notre solution abordable et universelle qui compatible avec tous les téléphones. Ça a été comme une bonne source de positionnement. De positionnement, exactement. Ouais. Fait que là, dans le fond, vous faites des ventes en ligne à partir de votre site Internet et vous faites des ventes à travers la place de marché Amazon. Parle-moi de ça un petit peu. Comment ça fonctionne pour toi? Ben exactement. Ça fait le pont avec la stratégie justement d'expansion à l'international. Je pense que ça fait 1 an ou 2, là, on a sauté sur les plateformes comme Amazon, justement. Là, mais Amazon, comment ça fonctionne, là, c'est que c'est pas un Amazon. Là, il y en a un aux États-Unis, il y en a un au Canada, il y en a un en Espagne, en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, au Mexique. Fait que d'être sur ces plateformes-là, ben, ça nous permet une visibilité qu'on n'avait pas de base. Là. Fait que, c'est sûr qu'Amazon.com, qui est la principale plateforme. Ensuite, ben, c'est ça. Les listings sont faits en sorte que, bon, c'est phone loops. On a certains modèles disponibles. On n'a pas tous les quasiment 200 modèles de straps, de sangles sur les plateformes Amazon. On a quelques meilleurs vendeurs, mais il y a comme une synergie entre les deux. Là. Nous, on a du trafic organique payant qui vient sur notre site. Mais après ça, ils disent, bon, ben, le réflexe maintenant du consommateur, c'est je vais aller voir sur Amazon qu'est-ce qu'il y a. Puis là, ben, on est bien positionné là aussi. Fait que là, bon, soit qu'on attrape la vente sur Amazon ou sur notre site, ou soit qu'on la perd à travers une déviation là, sur Amazon. Là. Tu finis par acheter des lumières de plafond au lieu d'une sangle. Là. Mais tu sais, c'est ça. On est sur plusieurs plateformes, justement, des marketplaces, comme on appelle. Ben, ça l'a aidé, mais c'est toute une bête, ça. Là. Ça a vraiment, on a eu vraiment beaucoup d'aide du CQCD à ce niveau-là avec des experts qui nous ont comme un peu accéléré dans cette transition-là. Maintenant, on a vraiment comme développé cette expertise-là à l'interne. Fait que l'accompagnement du CQCD a été profitable. Absolument, pour vous, oui. Ça a été, ils nous ont
mixé, ils nous ont outillé. mis en contact avec un pro Québec là, qui ça fait des années qu'il vend sur Amazon, puis il nous a comme un peu aidé dans l'accélération de cette transition-là, mais ça reste, ça, c'est un autre inventaire à gérer, c'est d'autres annonces à gérer, c'est une autre plateforme, ça vient pas, puis on n'est pas rentré sur toutes les plateformes Amazon d'un coup. On a commencé avec le .com, après ça le .ca, puis là, ben, comme on est rendu dans pas mal toutes les plateformes Amazon, mais ça l'aide justement à répandre La bonne nouvelle. la bonne nouvelle. Puis là, au niveau de la logistique, tu as ton site Internet qui fait des ventes, tu as les différentes Amazon dans les différents pays qui font des ventes aussi. Comment tu t'arranges avec le fulfillment, l'emballage, l'entreposage, la gestion de l'inventaire, la gestion des commandes par pays? Comment vous fonctionnez? C'est quoi le défi ici? Ben, tout ce qui rentre sur Shopify, sur notre boutique en ligne, va être traité ici au Québec. On va partir, c'est ça, les commandes qui sortent au Canada partent au Canada. Ceux qui sont à l'international, souvent, on va les faire passer par les États-Unis. Fait qu'il y a comme un transit vers les États-Unis. C'est vraiment géré. Ton inventaire, tu as un inventaire, tu as pas mal d'inventaire aux États-Unis. À quel endroit exactement? En fait, on a de l'inventaire aux États-Unis, mais c'est dans les entrepôts Amazon. Fait que tout ce qui est exemple, entrepôt Amazon, ben eux, on envoie, en fait, tout l'entrepôt global est ici au Québec, puis de là est dispatché toutes les commandes Shopify, puis le replenishment, excusez-moi pour tous les termes en anglais, là, j'ai pas l'habitude de vulgariser ça en français, mais tout l'inventaire pour la place de marché. Dans les marketplaces, dans les entrepôts Amazon, sont faits à partir d'ici. Fait qu'on monte des boîtes, des palettes qui vont vers les entrepôts Amazon, exemple aux États-Unis, puis eux redistribuent dans leur système de logistique pour que ce soit, ben c'est ça, Prime 1 à 2 jours de livraison. Fait que c'est tout l'inventaire comme principal est au Québec. Puis de là, on réapprovisionne les Amazon ou comme d'autres fait que là, tu as de l'Amazon au Québec, tu as de l'inventaire au Québec pour tout ce qui est vente directe aux consommateurs au Canada. Après ça, de là part ton inventaire pour Amazon US. Ouais. Est-ce que tu as un inventaire au Mexique, par exemple? Oui. Ben, en Angleterre? Pour ce qui est d'Amazon. Donc, Amazon Mexique a son propre inventaire. Donc, chacun des Amazon dans chacun des pays où vous exportez ont leur propre inventaire. Ça, c'est intéressant. Exact. Fait que là, si quelqu'un commande sur Amazon Mexique, ben, ça part des entrepôts Amazon Mexique, puis ça va directement chez lui. S'il passe directement sur notre site web, ben, ça part du Québec. Ça peut être transité vers les États-Unis, mais quand on prend les commandes sur Shopify, c'est nous qui les remplissons directement à partir du Québec. Ouais. Il y a toute une logistique en l'air de ça. C'est assez terrible. Pour vrai, l'inventaire, là, on dirait que c'est une bête noire. Là. Puis je me considère quand même... puis mon frère qui est comptable, là, qui est très, 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 très assidu sur les chiffres et très, très bon dans ces processus-là. On arrive quand même à des défis de logistique, puis Amazon, il ne faut pas qu'il manque Amazon ne doit pas manquer d'inventaire. Si tu manques d'inventaire chez Amazon, tu es puni, puis ben là, tu perds tes rankings. Mais là, il y a un paquet de délais, de dédouanage, juste avec notre fournisseur principal aussi, puis c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment tout un département qu'on pense que c'est... Bon, c'est correct, l'inventaire, c'est des chiffres, on en vend 2, il y en a 2 de moins dans l'inventaire, puis tout est beau, mais c'est vraiment une science de projection, puis tu veux pas avoir trop d'inventaire, tu veux pas en avoir pas assez, puis c'est vraiment ça revient tout le temps. C'est quelque chose qui est tout le temps en amélioration. Oui, j'ai un commentaire du public ici qui dit, dans le fond, tu fais du B2C au Canada,
fais du B2B2C dans le reste des autres territoires, mais je pense que tu fais aussi du B2B2C au Canada à travers Amazon Canada, right? Exact aussi. Okay. Puis on fait aussi du B2B qui est business to business, qui est on vend, mais ça c'est directement à nous. Fait que tout ce qui est loop sur mesure, des loops avec des brands, des logos qui sont faits vraiment pour des événements ou pour un client spécifique, une compagnie, mais ça c'est tout fait ici. Ça passe tout par nous, dans le fond. C'est nous qui les remplissons, c'est nous qui les faisons, c'est nous qui les postons, peu importe où est le client à travers le monde. Fait que ça, c'est une autre facette là, qui, si je vous le cacherai pas, un petit peu, un petit peu en déclin depuis février 2020. Là, je vais dire, on n'a pas beaucoup de congrès puis de festivals, là, donc les entreprises sont un petit peu moins... sont un peu moins dépensières au niveau des items promotionnels, puis des items, des produits faits sur mesure. Donc, ça a été, c'est vraiment, je pense que ça peut être c'est ça, quelque chose qui nous a atteint plus à ce niveau-là. C'est au niveau du B2B, là, ouais, du custom, tout ce qui est sur mesure. Là, ouais. Parlant de pandémie, je vais faire le pont un petit peu. Est-ce que vous avez eu des enjeux particuliers depuis mars dernier? Comment, au niveau de l'approvisionnement, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été touchées au niveau de l'approvisionnement depuis le début de la pandémie. Comment ça se passe pour vous? Ah, ben c'est sûr que l'approvisionnement, je veux dire, ça a vraiment été touché, justement. Oui, on a comme bien navigué à travers ça, mais juste par exemple, les frais de livraison, ça a vraiment explosé là, juste au niveau international. Là, on ne l'a pas nécessairement repassé aux clients. Là, on l'a absorbé, mais ça varie tout le temps. Puis là, en ce moment, c'est ça, on est en train de trouver des solutions pour essayer de, au lieu de faire venir notre inventaire par avion, des fois, on va y aller par bateau, on essaie de changer de fournisseur, aller avec des brokers, des agents facilitateurs qui vont nous aider à optimiser tout ça. Mais ça a vraiment, tout ce qui est livraison internationale, ça a vraiment comme été un coup. Niveau, c'est sûr, un peu comme tout le monde, là, les enfants à la maison, ça a été quelque chose. Mais je pense qu'on est tous dans le même bateau. Là. Je peux pas me plaindre parce que, je pense à chaque jour à mes amis, puis au monde dans le monde de la restauration, puis j'ai tout le temps à dire comme ça va bien, mais on n'est pas un resto-bar, on a été touché quand même, mais on n'est pas, on n'est pas dans la même pas dans la même difficulté que certaines industries, là. Mais on a quand même eu notre lot de coûts en 2020, là, tant au niveau professionnel que personnel, là, ça a été vraiment une année spéciale. Fait que, je veux dire, tout ce qu'on peut faire, c'est trouver des solutions. Puis, j'ai trouvé ma passion cette année. J'ai trouvé ma passion. C'est un peu drôle, mais j'ai passion-solution. Je suis comme passionné de trouver des solutions. Fait que je me dis, tant qu'il va y avoir des problèmes, je vais avoir une ressource naturelle inépuisable. Puis je vais avoir du fun à solutionner ce qui s'en vient. Mais notre équipe a vraiment été touchée. On a perdu la moitié de notre équipe avec toutes sortes de circonstances. Fait que non, c'est une année. Ouais. C'est une année qui, c'est une drôle d'année 2020 pour tout le monde, surtout pour les entrepreneurs. Je pense on avait une question aussi. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de la vente en ligne? Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile de la vente en ligne? Le plus difficile, c'est une question, ça. C'est qui a posé ça? Je la nommerai pas. Le plus difficile, là, je pense que c'en est un, là. C'est vraiment de trouver des collaborateurs, des partenaires, des agences, des employés. C'est vraiment de trouver ton équipe puis tes consultants, là. C'est vraiment quelque chose qui je veux dire, suite à notre premier notre Kickstarter en 2014, on a reçu, c'est comme bombardé depuis ce temps-là, on est bombardé d'offres,
personnes, de gens qui viennent, puis qui veulent offrir leur service, qui veulent aider. Puis, tu sais, c'est vraiment, au début, c'est plus difficile de faire la part des choses, puis de cerner, bon, il est où le meilleur fit, là. Puis quand je dis que j'ai passé une douzaine d'agences marketing, c'est pas une blague, là. C'est vraiment, tu sais, on est allé chercher ça à Santa Monica, en Californie, par New York, par des firmes à l'international, des firmes québécoises locales au début. On est revenu. Fait que c'est ça. Quand vous trouvez vos petits bijoux, vos petites perles, là, ben là, c'est ça, vous les gardez, mais faut pas se décourager parce que c'est vraiment décourageant. Là, c'est vraiment de la perte d'énergie, de la perte de temps, de la perte d'argent. C'est démotivant parce que là, ben, tu penses qu'on s'entend, on a la même vision, puis finalement, mais comme seulement après quelques semaines, mois, tu sais, comme là, tu fais, ah, non, ça ne marchera pas. Puis là, il faut que tu recommences, il faut que tu retrouves, exemple, une autre agence de marketing payant ou un autre centre de logistique, d'expédition. Tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est ça. C'est ça qui est le plus dur. C'est d'essayer, de voir que ça ne marche pas, puis d'essayer encore, de voir que c'est pas optimal, de voir que ça ne marche pas, de réessayer. Puis quand les choses se placent, quand tu as trouvé ton équipe, autant au niveau des employés que des consultants, mais là, ça a une valeur inestimable. Là. Puis on oublie vite là, tout le moins beau, ou le moins bon ou le négatif. Puis comme on a tendance à l'oublier justement, puis quand des questions de même arrivent, ben là, tu fais, ouais, c'est vrai que... C'est précieux d'être bien entouré, hein? Exactement. D'avoir des gens de confiance autour de soi. Oui, vraiment. Puis les gens ne sont pas tout le temps mal intentionnés. Souvent, le monde veut juste aider, puis c'est juste le fit est moins là. Tu sais. Puis c'est pas grave. Ils ont des fits avec d'autres personnes dans d'autres étapes de leur développement ou d'autres. Ouais. Je pense aussi que vous avez fait le pari de l'emballage écologique. J'aimerais ça que tu me parles de la raison de ton choix. Parce que moi, je trouve ça très intéressant comme option. Depuis le début, ben, c'est ça. On développe le produit, on met l'accent sur comme qu'est-ce qui est important, c'est le produit. Fait que bon, l'emballage au début, ben, on y va avec des solutions un peu plus simples. L'emballage a beaucoup évolué, puis à un moment donné, ben, un de nos fournisseurs, ben, lui, c'est un fournisseur québécois, il avait comme l'habitude d'emballer ces trucs-là dans des enveloppes de cellophane. Fait que bon, c'est comme ça que ça fonctionne, puis ça y va. Puis là, ben, après une coupe de loups vendus, on s'en rendait compte qu'on avait vendu beaucoup. Puis, moi, personnellement, j'étais comme plus à l'aise, j'étais plus confortable avec l'enveloppe de cellophane. Je trouvais ça vraiment, vraiment à poche. J'étais quasiment rendu gêné d'en donner puis d'en vendre. Fait que ça a vraiment été quelque chose qui est tombé, là, vraiment, qui est monté dans le haut des priorités. Là. Moi, je voulais plus produire de plastique, je voulais plus vendre de plastique, je voulais plus que ça soit dans notre offre. Puis ça a été plusieurs mois de développement. Là. Ça semble bien, bien ridicule, là, changer une enveloppe de plastique pour un carton recyclable. Mais ce carton-là, ben, c'est ça. Ça a coûté des milliers de dollars, puis des heures et des mois de développement. Parce que c'est ça, t'as comme encore là, c'est le même concept. Là. Tu changes une petite affaire, puis là, ben, tu sais, juste pour mentionner cet exemple-là, là, on a, tu sais, toute l'expédition vient de tomber. Là. Tous les poids, toutes les épaisseurs, toute la logistique d'expédition, les frais, la structure de prix, même pour... en tout cas, ça a été tout un casse-tête, là, même si c'est quelque chose qui semble vraiment, vraiment pas compliqué à faire, mais ça a été quelque chose ben, qui était important pour nous, qui était venait un peu aussi des clients, mais pas tant. Le client, lui, il n'y a pas juste ça à faire, là, demander une amélioration continue du produit. Là, ça fait que c'est vraiment venu de nous autres, puis on est content de
du virage qu'on a pris. Puis, même nos emballages, les enveloppes, c'est tout. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de bubble wrap. Même les boîtes, c'est tout du carton recyclable. Puis, c'est pas dès le début qu'on aurait pu faire ça. Au début, c'est bon, on le fait à manière de nos connaissances, nos capacités, puis avec ce qui est disponible. À un moment donné, ben, quand tu vois que tu as comme peut-être un peu plus de levier ou tu as un peu plus de capital aussi pour comme le faire, mais là, nous autres, on a profité pour le faire. Puis c'est un coût, c'est encore un coût. Aujourd'hui, ça nous coûte un petit peu plus cher, l'expédition, puis le produit fini nous coûte aussi un peu plus cher, mais pour moi, c'est non négociable. Là. C'est quelque chose qui était comme dans nos capacités de le faire, fait qu'on l'a fait. Je veux dire, pas toute la réalité n'est pas la même pour tout le monde. Là. Je suis pas en train de dire que tout le monde peut le faire, mais nous autres, on avait ça qui était atteignable, puis Vous est allé l'avez de l'avant fait. avec ça, ouais. Ben moi, je suis convaincue que les clients vont être très reconnaissants de tout ça. D'ailleurs, on a un commentaire dans le chat qui dit bravo et merci de faire cet effort d'éliminer le plastique et le cellophane de vos emballages. Je suis convaincue que le public l'apprécie. Des fois, on ne le sait pas quand on commande quelque chose en ligne, mais quand ça arrive et c'est plein de plastique, ça ne nous donne pas envie de le racheter. Alors, non, puis j'en profite, c'est fun, j'ai l'occasion d'en parler parce que c'est pas à la défense de personne, mais c'est vraiment comme pas si simple que ça. T'as un fournisseur qui il va. Juste exemple, des étuis à téléphone. Le fournisseur, lui, est habitué, là, il met ça dans une enveloppe de plastique, puis ça part, ou il met ça dans une boîte avec des styromousse, whatever. C'est comme ça. Fait que là, il faut que tu convainques toute la chaîne de production. C'est comme ça que c'est produit. Fait que là, toi, si tu demandes, tu dis, moi, j'en veux plus de ça, j'ai plus de plastique. Comme lui, il en fait pas de ça, là. Comme l'inventaire qui se crée, c'est justifié à cause de ça, des coûts. C'est le système qui n'est pas bon. Là. C'est la logique en arrière fondamentale n'est pas bonne. Là, mais toi, de demander un autre emballage ou des modifications, mais c'est coûteux. Là, puis c'est vraiment, vraiment une énergie. C'est des projets monstres là, de renouveler ton inventaire. En tout cas, il y a vraiment, pour vrai, on sous-estime. Moi, je le sous-estimais, puis là, je m'en rends compte. J'ai toujours travaillé dans le manufacturing aussi. Je suis déjà conscient à la base, de par mes mandats en ingénierie, de comment que les choses sont faites, puis comment chaque truc qu'on voit, il y a une raison pour laquelle ils sont faits de même. Apple sont rendus avec, des boîtes avec du carton dedans. Ils ont enlevé beaucoup, beaucoup de plastique dans leur truc, mais ça a pris combien de temps avant qu'ils fassent ça? Puis les autres, ils ont les budgets pour, là, c'est comme... Puis ils ont la philosophie en arrière. Fait que pour une compagnie qui a la philosophie, supposément, c'est ça qu'ils disent, puis après ça, ben là, qui ont les budgets, qui ont les lignes d'approvisionnement, qui ont la capacité, ils ont des équipes en arrière de ça, pas possible. Puis comme pour eux autres, d'avoir pris autant de temps avant d'enlever autant de plastique dans leurs emballages, par exemple, ça démontre que c'est ça. Il faut vraiment le vouloir, puis c'est nécessaire. En bout de ligne, ça vaut la peine, on n'a pas le choix, il faut le faire, mais je veux dire, c'est ça, c'est pas évident, mais il faut, je veux dire, comme ça, c'est un coût, puis il y a quelqu'un qui va l'absorber, le coût, puis ben, si c'est pas tout le monde, ben, il faut que ce soit les entreprises qui prennent le lead par rapport à ça, puis autant que possible, là, je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une viabilité là, dans les projets, puis dans les produits, sinon, l'entreprise meurt, puis c'est pas mieux, là. Mais il y a comme... Ben, moi, je pense que c'est une excellente initiative, puis je suis certaine que le client est très reconnaissant de ça. J'ai une question dans le chat. Trouves-tu qu'il y a des difficultés ou avantages particuliers à rester ici en Outaouais? Ben, ça dépend, là. Je veux dire, comme... Je pense pas vraiment. Non. Je veux dire, on est quand même... on est quand même pas loin de la région de Montréal puis Toronto. Là, c'est pas vraiment un désavantage. C'est peut-être, je veux dire, peut-être plus au niveau, j'allais dire peut-être des ressources, comme en parlant d'agence ou de centres d'expédition ou, je veux dire,
Pas tant. Nous autres, toutes nos ressources, c'est tout du monde de Gatineau, finalement, en bout de ligne, là. Mais on est allé chercher loin pour revenir dans la région. Mais c'est quand même... c'est pas, non, c'est pas... Je dirais pas que c'est un désavantage. Ça peut même être un avantage. Je dirais que dans mon cas, je pense que ça a été un avantage. Si j'avais démarré mon entreprise à Montréal, par exemple, parce qu'avant de venir en Outaouais, j'étais en deux chemins. Là. Je me dis, je m'en vais-tu à Montréal, je reviens-tu à Gatineau. Puis je pense que d'avoir été dans la région, ça m'a aidé. Dans le sens qu'il y a moins de bruit, t'es moins dilué. Je veux dire, je veux dire, pour les gens qui viennent de la place aussi, il y a comme une solidarité communautaire aussi. Achat On est local, fiers ouais. de ce... Oui, on est fiers. J'ai tout le temps été bien accueilli partout, que ce soit à la radio, ou dans les journaux, ou dans les événements, là, Expo Outaouais, puis name it, là, je veux dire, on a vraiment comme une plus petite communauté. Puis des fois, ça peut être un petit peu plus solidaire que, je veux dire, quand tu es à Montréal, là, t'es un petit peu... Il y a beaucoup de bruit, là, fait que ça peut peut-être être, je veux dire, un avantage dans ce sens-là, mais à un moment donné, tu as peut-être plus de ressources ou plus, un écosystème plus dynamique à Montréal, ici, c'est pas le même dynamisme, fait que peut-être que tu as plus d'opportunités dans une grosse ville, peut-être que tu as plus de visibilité dans une petite ville, il y a peut-être, c'est vraiment... Dans tous les cas, tu as choisi de t'entourer de gens de confiance de la région. Fait que ça doit être, vu que c'est un élément très difficile quand même de trouver ces bons collaborateurs avec qui on veut travailler, je pense que ça a été un bon choix pour toi de rester dans la région. Moi, j'aimerais ça conclure un petit peu en disant qu'est-ce que tu auras envie de dire aux entrepreneurs qui hésitent de passer en ligne, de commencer à faire du commerce en ligne, ne savent pas par où commencer? Est-ce que ça l'a coupé des conseils pour donner? J'ai des conseils pour donner aux entrepreneurs qui hésitent de passer en ligne ou qui sont en affaires depuis un certain temps, puis que là, la pandémie les force à faire du commerce en ligne. Ça semble une grosse bébite. Tu leur recommandes quoi? Vraiment, là, c'est le concept d'inertie et de momentum, là, je pense que c'est de faire un pas. Là, comme ça, c'est tellement... ça a l'air tellement intimidant, puis c'est tellement gros, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de nouvelles compétences à acquérir, puis ça change tout le temps, puis c'est vraiment intimidant, puis c'est vraiment gros, mais ça commence vraiment comme avec un pas. Une fois que tu as fait un pas, mais tu n'as comme pas le choix d'en faire un autre, puis tu n'as pas le choix d'en faire un autre, puis Petit c'est train Valouin. ouais, fait que tu sais, pour ma part, ça a été... moi, je ne suis même pas en affaires au début. Fait que je t'avais raconté, je m'étais incorporé. Moi, je me suis incorporé. Puis un an plus tard, je pense que je me suis incorporé en 2012, 2013. J'avais un rapport d'impôt à faire à 0 $. Je vais ben, Colin, il va falloir que je m'y mette. Là. Fait que là, dans cette année-là, j'ai comme vraiment poussé mes idées. Puis là, bon, ben, je vais ouvrir le compte Shopify. Fait que là, tu ouvres le compte Shopify à un moment donné, mais là, t'as 14 jours d'essai. Bon, ben, c'est correct. Là, après 14 jours, il n'y a rien. Mais... Bon, commencer à monter une page de produit. T'sais. Fait que là, c'est vraiment comme une étape à la fois. Là. Puis c'est ça. Là, plus vite, je pense, l'espèce de milestones, important le plus vite à atteindre, c'est juste une présence. Là. Au niveau, on parlait de référencement organique, c'est vraiment juste au niveau, le site, il va être dégueulasse, les images ne seront pas belles, le texte ne sera pas parfait, il n'y a rien qui va être beau. Là. Je veux dire, comme, le premier site que j'ai monté, c'était une atrocité comme exemplaire. Là. C'est vraiment juste d'y aller avec comme le minimum, des mots-clés, des images, un menu simplet, ton logo, puis c'est la... Mais commencer. Ouais, L'idée, c'est de commencer. Puis là, commencer. après ça, ben, au courant de la première année, ben, là, on va optimiser les photos, optimiser les textes, peut-être payer, payer un consultant 100, 200, 300, 500 pièces pour comme optimiser les mots-clés, puis l'indexation, puis comme, tu sais, là, tu as ton coin de rue, là, tu
tu commences, tu as quelque chose pour bâtir par-dessus. Après ça, ben, là, tu peux rejoindre peut-être, c'est ça, des groupes Facebook, des pages, des blogueurs. Y aller comme avec ils appellent ça les low-hanging fruit, là, tu sais, comme tout ce qui est comme pas trop comme dispendieux, mais qui est là, qui est comme un peu c'est ça, la base. Puis tu sais, puis après ça va donner le goût de on va essayer de faire du marketing payant. Mais là, bon, comment qu'on fait ça? Puis là, ben, ouvre un compte un compte publicitaire, Facebook, peut-être Google Ads. C'est vraiment une étape à la fois, là. Puis de bien Il n'y a pas d'autre s'entourer. façon. Là, ça dépend, au début, on est tout seul. Je ne sais pas pour ceux qui sont dans le live, là, à quel point ils ont des équipes autour d'eux déjà, des entreprises déjà établies, mais si on a des équipes, c'est peut-être de répartir des petites tâches vraiment à travers quelques employés, juste sur un employé aussi qui peut être dédié à ça. Là, tout le monde aura leur formule. Là. Mais c'est vraiment de partir le bal. Là. C'est vraiment ça. C'est tout le temps ça qui est difficile. Là. Puis surtout quand on n'est pas en affaires, là, je pense que c'est la plus grosse affaire, la chose la plus dure. Là. Peut-être qu'on disait tantôt du commerce en ligne, je pense que c'est de commencer. Là. C'est vraiment de commencer. C'est vraiment comme de se jeter puis de l'essayer. Puis à temps partiel. Ben, merci Jean-Philippe. C'est très, très, très gentil d'avoir pris le temps aujourd'hui d'échanger avec nous. Merci à vous. Et merci de à toi, partager ton expérience. C'est une super belle entreprise que tu as développée, une entreprise de chez nous. En plus que tu as le souci écologique, que tu exportes partout dans le monde. Moi, je trouve que tu es un bel ambassadeur pour l'entrepreneuriat de la région. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer puis d'en savoir plus. Puis on va suivre la croissance de l'entreprise de près. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne. Merci à tout le monde. Salut.